Du journal sur Canal Congo Télévision. Nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de Maître Clément Ngondé. Il est expert en droit criminel. Avec lui, nous allons débattre sur différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Madame. L'actualité sanitaire reste dominée par la déclaration de la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province du Nord Kivu. C'est le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, qui l'a annoncé. Il est au micro de Jean Médard Liosso. Cette riposte à la 13e épidémie a encore bénéficié d'une attention particulière du chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui de nouveau a chargé le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, à travers la Direction générale de lutte contre la maladie, DGLM en sigle, à apporter son expertise technique à l'équipe provinciale et aux équipes locales dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. En ce jeudi 16 décembre 2021, après 42 jours de surveillance renforcée, sans nouveau cas confirmé, et selon le protocole OMS, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 13e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, qui aura duré 2 mois et 9 jours. Je remercie particulièrement la division provinciale de la santé du Nord Kivu, les experts du niveau national, ainsi que les équipes locales qui ont œuvré sans relâche pour l'obtention de ce résultat. Je salue singulièrement l'engagement des acteurs de la zone de santé de Beni, à qui je présente, au nom du gouvernement, mes vives félicitations ainsi que la reconnaissance de toute la population congolaise pour avoir suspendu leur grève en vue de riposter contre cette épidémie et à ses bons et loyaux services rendus. Je ne saurais ne pas remercier les prestataires de soins de première ligne, les relais communautaires, ainsi que les cadres nationaux et provinciaux qui ont donné de leur savoir et engagement pour venir à bout de cette épidémie, parfois au péril de leur vie. La victoire de cette épidémie tient aussi aux acquis de la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola, mais également de la résultante de la coopération internationale à travers nombreux de nos partenaires qui ont apporté l'appui technique et financier à cette réponse à la résurgence. Chers compatriotes, seule la zone de santé de Beni, sur les 17 que compte l'antenne de Butembo, a été affectée avec un total de 3 aires de santé touchées sur 19. Et puis, le taux des nouvelles personnes contaminées à la COVID-19 ne fait qu'augmenter. Cette 4e vague Omicron est la plus contagieuse. En tout cas, c'est ce qu'a fait savoir le professeur Jean-Jacques Mouyembe lors du point de presse hebdomadaire du secrétariat technique de la riposte contre ces virus. Selon lui, l'INRB enregistre 1000 cas par jour dus au coronavirus. Donc, la situation est explosive. Suivez. Le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre le Covid-19, Dr Jean-Jacques Mouyembe, a déploré au cours de son point de presse hebdomadaire le fait que par jour, on enregistre 1000 nouveaux cas de personnes atteintes de virus. Et nous avons remarqué très peu de personnes portaient les masques et assistaient à des réunions, même des réunions de plus de 3000 personnes. Donc cette situation a favorisé l'explosion de la pandémie actuelle. La deuxième raison, c'est la faible couverture vaccinale. Comme je vous ai dit lors du point de presse passé, que la RDC était le pays le moins vacciné en Afrique. Donc, moins de 1%. Et cette situation favorise la circulation de virus de la Covid. Et surtout, lorsqu'il y a encore des variants qui apparaissent. Alors, donc,
la circulation des variants préoccupants favorise donc l'expansion, n'est-ce pas, de la maladie. Et comme vous savez, lors de la troisième vague, c'était le variant Delta qui était le variant dominant. Et un variant dangereux qui était la cause de la morbidité, de la mortalité observée dans les hôpitaux. Vous avez suivi le coordonnateur du comité de riposte contre la COVID-19 qui explique la hausse du taux de contamination. Cela peut être dû à quoi? Merci, madame. C'est facile à remarquer. À mon humble avis, il y a d'abord les relâchements des mesures barrières. Donc là, la responsabilité de chacun est engagée et la responsabilité de l'État aussi. Deuxièmement, la gestion de l'environnement. Vous savez, notre ville a vraiment de sérieux problèmes de l'environnement. Donc en fait, sur la gestion des ordures, la gestion des déchets ménagers. Alors vous voyez, quand il plaît, il y a des inondations, il y a des déchets ménagers, normalement, qui circulent partout, et il y a les risques de contamination aussi. Et nous allons inhaler les odeurs de ces ordures-là. Ça pourrait aussi influencer normalement tout ce qui est maladie dite hydrique ou bien maladie dite à l'inhalation. Vous savez, la grippe, comment la grippe arrive? Quand il fait froid, en Europe aujourd'hui aussi ils souffrent parce que là c'est l'hiver. Malgré eux, ils ont pris des mesures d'abord sur les gestes barrières, ils ont pris des mesures draconiennes et puis aussi la vaccination aussi. Et la gestion aussi de l'environnement. Mais comme il fait froid, c'est pour cela il y a ces risques aussi normalement de l'augmentation de la contamination. Mais chez nous, moi j'ai dit, les relâchements des gestes barrières à plus de 80%, donc il y a des gens qui ne sont pas vraiment très conscients de la maladie. Et deuxièmement, nous devons bien gérer notre ville, nous devons bien gérer l'environnement. Vous êtes expert en sciences forensiques. Que doit-on comprendre par là et dans quelle structure évoluez-vous précisément? La science forensique, c'est la science de la preuve irréfutable, la preuve opposable à tous. C'est comme l'émission, vous suivez souvent les enquêtes impossibles. Vous voyez, il y a des gens qui sont bien formés, qui arrivent pour aider les juges, pour aider la machine judiciaire à dire le droit. Alors, maintenant, nous avons notre ASBEL qui est Observatoire Forensique Africa. Donc là-dedans, il y a des avocats, il y a des magistrats, il y a des médecins, il y a des experts dans tous les domaines, parce que la science forensique, c'est un domaine, donc en fait, c'est un domaine qui regroupe plusieurs disciplines. Notamment, il y a la chimie, il y a même l'informatique, donc dans la cybercriminalité, il y a même dans la comptabilité judiciaire, il y a aussi dans la cyberterrorisme, cyberattaque, la médecine légale, donc qu'on appelle aujourd'hui la médecine forensique. Tout ça, c'est pour aider la justice. Parce que chez nous, nous avons ces slogans, on dit souvent, zéro innocent en prison. Donc, c'est-à-dire que le droit civil dit ceci, que la personne a la présomption d'innocence. Donc, c'est-à-dire, même s'il y a un problème, vous devez apporter de la preuve. Pour charger la personne, soit décharger la personne. Et c'est comme la police technique et scientifique. Donc, quand il y a un crime, on doit prouver qu'il y a crime. Donc, on doit condamner celui qui a condamné. On ne peut pas condamner un innocent. Mais vous savez, aujourd'hui, comme le droit est dit par les gens, donc c'est-à-dire que nous prenons pour la justice juste. Mais vous savez, l'erreur est humaine. Les droits, ce sont des personnes, normalement, qui doivent normalement dire les droits, comme les juges. Mais le juge, c'est une personne. Donc, il peut aussi entraîner, ou bien il peut y avoir une erreur judiciaire.
et à partir même de l'OPJ, à partir de magistrats debout comme magistrats assis, et à partir même de l'expertise, à partir même de l'avocat. Donc, nous maintenant, nous sommes là pour appuyer la justice, pour qu'il y ait la bonne administration de la justice en République démocratique du Congo. Ok, je reviens à vous tout à l'heure. Le temps pour moi de poursuivre avec ce journal. Merci. Les députés nationaux ont décidé de la prorogation de l'état de siège ce jeudi à l'Assemblée nationale. 275 sur le 279 présents ont voté pour cette 14e prorogation, comme nous dit Bonheur Nzinga dans ce reportage. Le député national vote la 14e prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Sous la houlette de Christophe Mbosonko Djampouanga, speaker de la Chambre basse du Parlement, les élus nationaux se sont retrouvés ce jeudi 14 décembre dans la salle des congrès du Palais du Peuple. À l'ordre du jour de la plénière, le vote du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national de la République. Dans son exposé des motifs, le ministre d'État, ministre du Développement rural, François Roubota, a motivé cette énième prorogation par le fait de persistance de la situation de sécurité et en vue de consolider la nouvelle dynamique sécuritaire dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. En effet, la situation sécuritaire dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, ces 15 dernières années ont contraint Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a proclamé le 3 mai 2021 par ordonnance numéro 21/015 l'état de siège dans ces deux provinces. Pour la réussite de cette situation exceptionnelle dérogatoire au droit commun, il a été pris à la même date l'ordonnance numéro 21/016 porta mesures d'application de l'état de siège. Parmi ces mesures, l'on note la suspension des institutions politiques provinciales, à savoir l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial, l'administration des entités territoriales décentralisées et déconcentrées par les autorités militaires, l'exercice par les juridictions militaires des compétences des juridictions de droit commun en matière pénale. Cette nouvelle prorogation, conformément aux dispositions de l'article 114, alinéa 5 de la Constitution, ce régime est sollicité aux fins de permettre aux forces armées engagées au combat de poursuivre les opérations afin de restaurer la paix dans ces provinces. Sans débat, la 14e prorogation de l'état de siège a été votée par 275 députés sur 279 présents. Autre chose, une question écrite adressée au directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT. Cette initiative est du député national Ogi Kalonji qui veut connaître la vérité sur la situation des péages. Reportage. Le service courrier du président de l'Assemblée nationale a enregistré la question écrite du député Ogi Kalonji adressée au directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux ACGT. Service en charge de la construction et gestion des péages, dont la gestion, selon Ogi Kalonji, est réputée opaque et scandaleuse. Le député Ogi Kalonji ne compte pas s'arrêter à la simple question écrite. Il demande au président de l'Assemblée nationale d'exiger la publication de contrats qui régissent ces péages et que des enquêtes soient diligentées pour comprendre la destination exacte de toutes ces ressources au moment où les infrastructures routières sont dans une situation calamiteuse. Nous sommes venus informer le président de l'Assemblée, informer l'Assemblée, informer l'opinion qu'il y a un scandale au niveau de péage de la République démocratique du Congo. Est-ce que nous devons dire que c'est un scandale bien organisé? C'est ce que nous saurons dans les jours à venir. La question que nous venons de déposer tout à l'heure, selon les informations à notre possession, nous avons plusieurs péages en République démocratique du Congo, plusieurs. Mais ces péages ne profitent pas au peuple congolais. C'est vrai, on va nous dire qu'il y a les gens qui ont aidé la République à construire des routes, chose que j'admire, que je soutiens. Mais lorsqu'il s'agit d'un partenariat public-privé, nulle part au monde,
on a fait une concession de 100%. C'est-à-dire, ils construisent nos routes et puis ils prennent le 100% des revenus. C'est impossible. Nous avons demandé pourquoi le pays n'a pas gardé un pourcentage quelconque. 30%, 40%. Ces contrats ont été signés pour une durée de 10 ans et d'autres sont renouvelés automatiquement. Est-ce que la dette a été amortie? C'est quoi les conditions du renouvellement? Et puis la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a donné le go de la journée nationale de l'arbre dans le Grand Katanga au site de Boulouo, dans la périphérie de la ville de Likasi, à 120 km de Lubumbashi. Autre détail avec Doudou Montiré. C'est au site de Boulouo, dans la périphérie de la ville de Likasi, à 120 km de Lubumbashi, que la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a donné le go de la célébration de la journée de l'arbre dans le Grand Katanga. Occasion pour son Excellence F. Baziba Massoudi de faire la restitution de la COP 26, tout en expliquant le pourquoi du concept RDC Pays Solution. La République démocratique du Congo constitue la réponse face au réchauffement planétaire, notamment par son potentiel forestier, son réseau hydraulique et ses minéraux stratégiques. Le numéro 1 congolais de l'environnement et développement durable de non seulement rappeler l'importance et la nécessité de planter l'arbre, mais aussi d'exhorter toute la population à passer l'acte. Parce que là, j'ai noté les points justement il y a plus ou moins 3 mois. J'étais ici. Une mise en garde a été donnée à tous ceux qui exploitent illégalement les mines et qui octroient des faux documents. C'est avant de se lancer dans l'exercice de plantation des acacias sur 100 hectares des sites de Boulouo. Il faut dire que cette cérémonie s'est déroulée en présence du maire de la ville de Likasi qui n'a pas manqué de saluer la bravoure et la détermination de la VPM au développement durable à matérialiser la vision du président de la République, celle de planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Le secrétaire général à l'environnement et le développement durable, pour sa part, a invité l'assistance à planter au moins 10 arbres par jour. Le directeur général du Fonds forestier national de rappeler la responsabilité de financer les activités du reboisement sur toute l'étendue du territoire national. Dans un autre registre, construction du port en eau profonde de Banana, les élus Né Congo expriment à Chérubin Okende, ministre de Transport, Voies de Communication et de Désenclavement, leur soutien à ce projet. Suivez. L'appel lancé par le président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès dans l'accompagnement des efforts en ce qui concerne la construction du port en eau profonde de Banana, n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Le mardi 14 décembre 2021, le ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement, Chérubin Okende Senga, a reçu dans son cabinet de travail le caucus des élus de la province du Congo central, ainsi que quelques notables du coin venus témoigner leur indéfectible accompagnement à ce projet. Dans sa communication, le ministre Chérubin Okende a dévoilé aux élus les détails de la convention signée entre la RDC et de Ephold, dont le début des travaux sont annoncés au premier trimestre de l'année 2022. Depuis un certain temps, il s'est avéré qu'il était nécessaire de pouvoir construire un port en eau profonde en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, nous avons un territoire de 2 345 000 km. Nous n'avons que quelques 37 km sur l'océan. Donc nous sommes un pays semi-enclavé. Les ports de Matadi et de Boma ne savent pas accueillir de gros navires. Quelle est la voie de conséquence? Souvent, des marchandises qui viennent pour notre pays sont obligées d'être, entre guillemets, détournées dans d'autres ports à l'extérieur de notre pays. Il s'est avéré donc nécessaire que
on puisse imaginer, envisager la construction d'un port en eau profonde pour commencer à accueillir de navires hauturiers, donc de très grande capacité. Déjà le 9 février 2017, le gouvernement de la République avait signé un protocole d'accord concernant la concession du port, concession portuaire à Banana. Le 23 mars 2018, une convention de collaboration a été conclue portant délégation des services publics pour le port en eau profonde de Banana. Des éclairages qui ont permis aux élus Né-Congo ainsi qu'aux notables de bien cerner ce projet d'intérêt national, mais surtout qui va booster la province du Congo central. Nous félicitons le ministre pour son engagement dans la matérialisation de ce projet que le fils et fils de la province du Congo central attendait depuis très longtemps et nous lui avons promis tout notre soutien, a dit le doyen du caucus, Simon Floribert Mbachi-Mbacha, au sortir de l'audience. Aujourd'hui, c'est le ministre lui-même qui nous appelait pour communiquer tout un tas d'informations qu'il a sur l'avancement du port en eau profonde. Et je vous assure qu'en très peu de temps, nous sommes très heureux des avances qui ont été faites, parce que pas seulement que le ministre nous a retracé pas à pas comment il a négocié avec DP World, qui en fait est chargé de construire le port. Il nous a montré comment il a négocié les amendements, etc. Ça nous a sécurisé. D'abord, ça nous a prouvé que vraiment, nous sommes à la fin de la fin. Je reviens à vous, Maître Clément. Nous apprenons également que dans le cadre de votre organisation, Asbel Forensic Africa, que vous organisez une campagne Zéro Innocent en prison. Vous allez, dans ce cadre, organiser la 3e journée forensique. Sur quoi va-t-on porter cette formation? Merci beaucoup. Nous organisons, comme vous venez de dire, la 3e journée forensique. Donc la première journée, c'était ici. Deuxième journée, c'était à Matadi. Maintenant, la 3e journée, c'est dans la ville, province de Kinshasa. Donc nous avons notre thème, c'est de l'expertise forensique et de la compréhension judiciaire, domaine fertile pour un effort de compréhension et de cohérence. Alors nous avons remarqué ici en République démocratique du Congo, il y a souvent des problèmes de compréhension entre l'expert et les juges, donc en fait les procureurs, parce que nous avons, les deux sont donc en fait les magistrats. Il y a les magistrats, on appelle magistrats debout, donc c'est les procureurs, les ministères publics, et les magistrats assis, donc c'est lui le juge et l'avocat. Souvent vous avez les 3 personnes là qui font les trios, et il y a aussi le 4e qui arrive, qui est l'expert. Il y a des fois, s'il y a un problème, on doit requérir un expert pour venir éclairer. Alors il y a souvent, il y a des problèmes qui arrivent par rapport à la compréhension. Donc nous avons organisé ça pour regrouper tous les magistrats, donc que ce soit les magistrats du parquet et les magistrats du siège, et puis les avocats et aussi les experts qui sont requéris par les ministères publics ou bien les magistrats assis. Alors, maintenant, nous avons des thèmes qu'on doit, donc en fait des thématiques pour essayer un peu normalement de faire comprendre. Parce qu'il y a des fois, les conclusions du juge peuvent être différentes ou bien pourraient avoir une contradiction par rapport à l'avocat ou bien par rapport à l'expert aussi. Alors à ce moment-là, vous allez voir, on doit faire appel. Mais je dis, il y a des fois, on fait des appels pour rien, pour faire traîner seulement les procès. Donc, dans la matière ici, nous devons expliquer aux magistrats quand est-ce que vous allez requérir un expert. Parce qu'il y a des fois, aussi s'il y a vice de procédure, il y a des fois si vous allez requérir un expert, un pétard, par exemple dans des cas de viol, vous passez un temps pour requérir par exemple un médecin légiste et les indices sont déjà partis. Alors, il y a des fois aussi, il faut appeler la police technique et scientifique pour que la police technique et scientifique puisse venir récupérer les éléments
dans la scène des crimes, et vous passez plus de temps, et quand vous allez passer plus de temps, et quand ils vont revenir sur la scène des crimes, il n'y aura rien. Alors à ce moment-là maintenant, la population va crier au scandale, que non, les enquêtes n'aboutissent pas en République démocratique du Congo. Alors pourquoi les enquêtes aboutissent difficilement en République démocratique du Congo? Il y a quand même des enquêtes qui aboutissent, pour dire que la justice travaille quand même, mais il y a quand même des failles. Alors, nous devons avoir des formations continues. C'est pour cela notre ASBEL prône là-dessus. Donc, pour la formation continue des magistrats, des avocats et des experts aussi. Et quelle est la particularité de cette 3e édition? La particularité est que nous parlons de la science forensique comme étant une sorte de boussole pour une justice juste. Nous voulons avoir 0 innocent en prison. Donc, nous devons utiliser la police technique et scientifique à tout moment quand le magistrat a besoin. Donc, pour amener de la preuve chez nous, pour condamner quelqu'un, il faut qu'il y ait de la preuve. Et quel type de preuve? La preuve irréfutable et la preuve opposable à tous. Ok, rendons-nous dans la province de Guadeloupe. Rendons-nous, j'allais dire, dans la ville de Guadeloupe au nord Kivu. Rendons-nous, j'allais dire, dans la province du nord Ubangui, précisément dans la ville de Guadeloupe, où la population, toutes couches confondues, a répondu massivement à l'appel des forces politiques et sociales de la province du nord Ubangui ce jeudi pour dire non à l'ingérence du vice-premier ministre de l'Intérieur et surtout dire non au retour dans la province de Isato Zege, gouverneur démissionnaire et déchu par l'Assemblée provinciale par la motion de censure pour assurer l'intérim du gouverneur. Pour ce faire, une marche pacifique a été organisée dans la ville. De la commune de Guadeloupe en passant par l'avenue de l'Authenticité puis le boulevard Mobutu pour chuter à l'hôtel de ville de Guadeloupe et débonder des mondes. Pour cause, la marche pacifique des forces politiques et sociales du Nord Ubangui pour dénoncer ce qu'elle qualifie de l'ingérence abusive du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo. Occasion pour ces forces politiques et sociales constituées de l'UDPS, MLC et Recoupement Zahir, tous membres de l'Union Sacrée, y compris les mouvements citoyens M14 et l'association GDK, de dire non à l'intérim du gouverneur des provinces confié à Isato Nzege, gouverneur démissionnaire et déchu par la motion de censure des députés provinciaux. Ceci conformément au télégramme du vice-ministère de l'Intérieur et Sécurité signé le 12 décembre dernier, confiant l'intérim au gouverneur contesté par sa propre population. Sur les banderoles, on pouvait lire non à l'ingérence abusive du ministre Asselo et son vice Molipé. La population du Nord Ubangui dit non au retour du gouverneur démissionnaire Isato Nzege Koloké. La population appelle le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à sauver le Nord Ubangui. Fin des citations. C'est à l'hôtel de ville de Guadeloupe que leur mémo a été lu et remis au maire de la ville Joseph Molegbe. Les responsables des différents partis politiques se sont exprimés. Le peuple d'abord. Président Fati, Kanisa Maloba Papa, pour être population Nord Ubangui, balingi ete monsieur Isato zonga sous la tête à Mboko yote. Et si Kanaïsa sous la tête à Mboko yote. Tosali lutte de pouvoir pendant 37 ans. Mais si ko pouvoir ezibiso tulingi bato na moyibi te. Bino moko boyebi bana Nord Ubangi, vision ya chef de l'État. Azo prenez le peuple d'abord. Et ça la Nord Ubangi te. Yango nde pesi bino courage. Ya robi malon nzela. Pour dénoncer, pour mettre fin au système Isato. To remercier chef de l'État, to yebi que la vision na ya peuple d'abord, je pense rien n'est à commenter, à comprendre que bana ya Nord Ubangi balingi lisusu mese Isato. Il faut noter la présence de plusieurs députés provinciaux dans cette marche pacifique déroulée sans incident sous l'encadrement des éléments de la police. Quelques écoles et boutiques n'ont pas fonctionné l'avant-midi à Guadeloupe. De retour à Kinshasa, sachez qu'après la pluie, c'est le déluge. La pluie qui s'est abattue tôt ce matin est à la base des inondations presque partout. Une situation qui ne facilite pas la circulation aisée des paisibles citoyens. Regardez. Voilà à quoi ressemble la ville de Kinshasa ce jeudi 16 décembre.
Après la pluie diluvienne qui s'est abattue tôt ce matin à Kinshasa, ici nous sommes sur le boulevard du 30 juin à hauteur de la BCDC. Voilà le lac artificiel qui s'est créé à cet endroit, rendant ainsi difficile la circulation, une situation que déplorent quelques usagers de cette route. Non, 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 non. Nous avons la triomphale, 7 mètres 83 et soutenu la tolo. Ni musika te paye du peuple pembeni. Donc il n'a pas une initiative où j'ai mobile au Zouy à Rodina Raboé. Moro ya bien. Donc Rodina Raboé, pour toi la Xabokasi à Mok Anabiso. Cette situation doit interpeller l'autorité publique afin de voir comment solutionner ce problème. Oui, maître, avez-vous un message particulier à adresser au public dans le cadre de votre organisation, mais aussi dans le cadre de la COVID-19? Merci beaucoup. Par rapport à notre organisation, donc j'invite demain, parce que nous allons commencer les séminaires pour 2 jours, demain, donc vendredi et samedi, de 10h à 15h à l'hôtel Saint-Doué, sur boulevard Saint-Doué numéro 11. Nous allons animer cette formation-là, dont nous appelons tous les magistrats, nous appelons les avocats, les juges, les médecins, parce que nous allons parler des droits médicaux et de la médecine légale aussi. Et puis nous invitons aussi les étudiants en droit et les étudiants en médecine, qui sont les pépinières pour demain. Donc de venir assister, parce que c'est une formation continue. Donc, c'est-à-dire, c'est pour le renforcement des capacités pour les gens qui travaillent déjà, comme les magistrats, parce que nous voulons une justice juste. Nous parlons de l'état des droits. L'état des droits, il faut qu'il y ait une bonne justice. Et c'est la justice qui élève une nation. Si nous avons une mauvaise justice, donc la nation sera toujours down. Donc, c'est pour cela, et j'invite tout le monde de venir participer à cette formation-là, et qui sera vraiment animée par des professionnels, parce que la police technique scientifique sera là, la médecine légale sera là, donc c'est-à-dire que vous aurez toutes les matières. Et pour ce qui concerne notre fameuse maladie Covid-19 qui bat son plein, je demande à chacun des gestes barrières, le respect des gestes barrières. Et puis aussi, je profite de cette occasion-là pour dire à l'État, parce que l'État a l'engagement par rapport à la gestion de notre environnement. Vous voyez, il y a des pluies aujourd'hui, donc les inondations. Donc l'État doit quand même faire des efforts et doit aussi faire respecter les gestes barrières. Et que tout le monde puisse savoir que la maladie existe et les maladies tuent, donc nous devons nous protéger et protéger aussi les autres. Maître, nous vous disons merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation sur ce plateau. Merci beaucoup, madame. C'est par ici que nous bouclons complètement ce journal sur Canal Congo Télévision. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Maître Clément Gondé, qui est expert en droit criminel. Merci de nous avoir suivis et bonne suite du programme sur CCTV, votre chaîne